Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être de plus en plus nombreux à suivre Atypique, la télévision belge francophone internationale. C'est depuis Istanbul que j'ai l'honneur de vous présenter un nouvel épisode de l'émission Le Vrai Dialogue. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet rarement abordé dans les médias traditionnels, le récit palestinien dans les médias occidentaux francophones. Pourtant, ce thème mérite toute l'attention car il soulève des questions essentielles sur la manière dont l'information est présentée et comment certaines réalités sont parfois minimisées ou déformées. La guerre à Gaza en particulier fait l'objet de débats passionnés et de divergences de points de vue. Et il est crucial de comprendre comment elle est couverte par les médias occidentaux. Ce vrai dialogue est d'autant plus important dans un contexte où la diversité des voix et des perspectives est essentielle pour comprendre les enjeux complexes qui façonnent notre monde. Nous avons la chance de discuter de ce sujet en profondeur avec deux invités d'exception. François Burgat, politologue, spécialiste du Moyen-Orient, et Christophe Oberlin, médecin de terrain, chirurgien renommé et humaniste engagé. Leur expérience et leur expertise viendront enrichir cette réflexion sur la manière dont le récit palestinien est pris en compte dans l'actualité relative au conflit israélo-palestinien et comment appréhender cette question pour amplifier la portée du récit palestinien auprès du public francophone dans le monde. À tout de suite. Christophe Oberlin, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Léla Lefebvre. François Burgat, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je poserai ma première question aux chirurgiens que vous êtes et aux militants également. Selon vous, quels sont les défis auxquels les journalistes francophones singulièrement doivent faire face lorsqu'ils couvrent le conflit israélo-palestinien? Je crois que c'est une question qui est vraiment d'actualité parce que ces défis sont de plus en plus difficiles à relever, car on assiste en particulier depuis un an à un véritable enfermement, une mise sous tutelle des rédactions, ce qui est extrêmement dangereux parce qu'on ne connaît pas les noms des rédacteurs en chef, des rédactrices en chef, on ne connaît que les noms des journalistes, on sent qu'ils sont sous pression, mais finalement, ils ne font que dire ce que la rédaction leur dit. Alors, c'est particulièrement grave en ce moment parce que ça aboutit véritablement à des mensonges que tout le monde peut déceler, mais qui mettent finalement une opprobre sur notre pays, sur notre système journalistique, sur nos politiques. Et je pense que les politiques vont passer, mais beaucoup de journalistes ne se rendent pas compte qu'eux, ils sont là pour rester. Et donc, il est particulièrement inquiétant de voir des jeunes journalistes reprendre une phraséologie qui, demain, eh bien, sera contestable devant les tribunaux. Mais il faut dire qu'ils viennent de loin, et en particulier en France. La France, depuis plus de 30 ans, le principal organe de communication télévisuelle, hein, c'est France Télévisions. Et il y a un journaliste qui est à pignon sur rue depuis 30 ans et qui est véritablement le porte-parole de la Hasbara, c'est-à-dire de la propagande israélienne. J'ai eu la curiosité de faire une étude analytique très précise de l'une de ces dernières déclarations, qui n'est pas une déclaration de phrases, c'est un entretien de 30 minutes qui a lieu il y a moins de 2 mois. Et je dois dire qu'après une année de génocide, on est véritablement effaré de ce qu'ose dire ce journaliste. Et ce journaliste, d'ailleurs, n'a pas fini de nuire, si j'ose dire, puisqu'il lui a été commandé récemment un documentaire par France Télévisions que tout le monde peut regarder. Il est passé il y a une dizaine de jours,
3 épisodes de 50 minutes. J'essaie de deviner, mais vous voulez tout simplement parler de notre confrère Voilà, Charles Anderlin. J'ai choisi le meilleur pour la fin, c'est Charles Anderlin. Charles Anderlin est considéré comme une espèce d'icône, comme la personne qui sait, le vieux sage que l'on va interroger. Je dirais que c'est certainement l'un des propagandistes israéliens les plus efficaces en termes de propagande depuis 30-35 ans dans le paysage audiovisuel français. Et je peux en donner la preuve simplement en faisant une analyse très factuelle, très précise de son dernier entretien. François Burgard, pourquoi c'est important d'entendre la voix des Palestiniens dans ce conflit, mais la vraie voix des Palestiniens? D'abord, je vais vous donner un exemple des difficultés qu'il y a à faire entendre la voix des Palestiniens. Mon voisin dans cette émission a écrit un ouvrage remarquable qui est une biographie du cheikh Ahmed Yassine, qui est le fondateur du Hamas. Et moi, très naturellement, j'ai voulu relayer la naissance de cet ouvrage sur, en l'occurrence, Facebook. Eh bien, mon compte a été fermé. Le post a été annulé immédiatement. Donc vous voyez un petit peu l'atmosphère. Au nom de la sacro-sainte liberté d'expression et de presse occidentale? Il faut savoir que, je prendrais volontiers un autre exemple. L'atmosphère, la structure, la matrice analytique du conflit israélo-arabe en France, j'aime bien la corréler à un dessinateur extrêmement célèbre qui s'appelle Plantu. Oui. Hein? Et quel est le péché, l'omission, l'erreur, l'impasse absolue des dessins de Plantu? C'est qu'il renvoie dos à dos le colonisateur et le colonisé. Il renvoie dos à dos l'occupant et l'occupé. Il nie complètement la matrice historique des tensions qui peuvent aboutir à des 7 octobre 2023. Donc faire entendre... Je prendrai encore un autre exemple un peu personnel. Moi, j'ai eu le privilège de faire un voyage en Palestine alors que j'avais 16 ans. C'était malheureusement il y a très longtemps, en 1964. On atterrissait encore sur un aéroport qui se disait jordanien à Kalandia et qui est devenu maintenant occupé par Israël. Et dans un arrêt de l'autobus qui me transportait avec mon petit blazer bleu, il y a un jeune garçon qui est venu me voir et il m'a déclaré Israël a pris mon pays. Non, les Juifs ont pris mon pays. Et moi, j'étais lycéen quand même, j'avais 16 ans, je n'étais pas complètement analphabète, je lisais la presse, je suis resté complètement estomaqué. Je ne voyais absolument pas à quoi il fallait allusion. Pourquoi ? Parce que la voix, pas une seule voix d'un seul Palestinien était parvenue à mes oreilles de jeunes lycéens français jusqu'en 1964. Ça a un tout petit peu changé après la guerre de 67, mais c'était pour nous expliquer que les Israéliens, c'était ces gens qui parvenaient à faire pousser des fleurs dans le désert où les Arabes cultivaient les crottes de leurs chameaux. Donc pourquoi c'est important ? Parce que l'histoire, par définition, est le produit d'une rencontre entre des intérêts différents, des visions différentes. Et en France, tout particulièrement, nous ne recevons, l'individu lambda ne reçoit que la vision. Une autre des hypocrisies du discours politique français consiste à dire « il ne faut pas importer le conflit israélo-arabe en France ». On l'a importé dès le début, simplement on a importé seulement la voix des Israéliens. On n'a jamais laissé une voix palestinienne dire la structure de la dynamique historique, qui était une structure d'appropriation coloniale, etc., etc. Donc oui, si on veut avoir une chance de comprendre quelque chose, on ne doit pas s'auto-intoxiquer en n'écoutant que notre propre voix ou celle de nos amis. Parce que si on se prive des sons que fait notre environnement lorsqu'il est en tension avec nous, eh bien on ne sait plus où on est. Et pour une bonne partie des gens en France maintenant, de bonne foi, ils ne savent pas parce que, petit exemple, Libération a fait un best-of de l'année 2024 et il faut chercher à la loupe pour trouver une mention de la guerre de Gaza. Et évidemment, Libération, oui, bien sûr, le rédacteur en chef est un ancien du Mossad, etc., etc. Donc il faut entendre la voix des autres pour que l'on sache qui nous sommes
et où nous allons, pas forcément pour l'intérêt des Palestiniens, mais pour notre intérêt à nous, nous devons savoir dans quel monde nous évoluons, à quelle dynamique nous sommes associés, et pour cela, il n'y a pas d'autre recette que d'entendre la voix de l'autre. Je pourrais dire spontanément que dans les années 50, dans les années 60, 70, Charles Anderlin n'était pas encore correspondant de France Télévisions depuis Israël. J'aimerais qu'on poursuive par rapport à ce que vous reprochez justement à cet ancien grand correspondant de France Télévisions, la télévision publique, hein, qui est payée par les contribuables français. Et vous le disiez, pendant plus de 30 ans, on a été quasiment berné. On a été berné avant, comme l'a rappelé François Burgat. J'ai beaucoup d'anecdotes de la même époque. Je me souviens d'être allé faire de la plongée sous-marine dans le Sinaï quand j'avais 18 ans. J'avais été très surpris de voir arriver des Bédouins qui nous avaient vus manifestement, jeunes occidentaux, nous faire venir sous leur tente parce que la grand-mère était malade. Je me dis, mais comment se fait-il? Nous sommes dans un pays où il y a une structure de santé et nous ne sommes rien. Donc c'est avec des petits éclats d'éclairage comme ça que j'en suis venu à comprendre. Mais il y en a qui ont mis beaucoup plus de temps à comprendre. J'ai rencontré il n'y a pas très longtemps un psychiatre célèbre français, juif, qui, alors qu'il était déjà psychiatre et installé dans la vie, et renommé, ayant écrit des ouvrages, est allé s'installer à Jérusalem. Il en est revenu effaré 3 ans plus tard. Et il reconnaît avec beaucoup d'honnêteté que jusqu'au moment où il était allé sur place, finalement, il n'avait pas eu toutes les perceptions qui ont fait son opinion aujourd'hui. Il rejette totalement le système israélien. En ce qui concerne Charles Anderlin, son parcours est un parcours monolithique, monobloc. Il n'a jamais été remis en cause, il n'a jamais été mis en face d'un contradictoire, du contradictoire. Ça, on pourrait dire qu'il n'est pas le seul. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun contradictoire sur les grands médias français. Lorsqu'on a appelé, je me souviens que le 8 octobre, par exemple, sur une grande chaîne française, eh bien pour parler du mouvement Hamas, donc on nous avait déclaré la veille qu'il avait déclaré la guerre à l'État israélien, eh bien on avait appelé un vieux diplomate, quelqu'un de très bien, Yves Auvin de la Messusière, qui a raconté comment, en 2008, c'est-à-dire 15 ans plus tôt, il avait eu la chance de pouvoir parler à des dirigeants du Hamas. Et donc son discours, c'était un discours totalement vide de sens. Et je dois dire que depuis 1 an, je n'ai pas la notion qu'un seul des dirigeants du Hamas ou des mouvements associés dans l'offensive du 8 octobre ait été interrogé. Quant au temps de parole, c'est absolument misérable. Ces jours-ci, on parle à juste titre de la libération des otages, mais c'est 95% pour parler des otages israéliens, alors qu'il y a plus de 10 000 Palestiniens qui sont enfermés et beaucoup sans charge ni jugement. Autrement dit, après une année de génocide, un génocide qui n'est pas une opinion, qui est un fait juridique, qui a été entériné par la Cour internationale de justice, non pas pour dire simplement que c'est plausible, mais tout simplement en respectant son statut et son règlement. Le règlement de cette convention, eh bien, c'est d'avoir une activité de prévention et donc dès qu'il y a des signes d'alarme, eh bien, de déclencher un certain nombre de mesures. Mais en aucun cas, le fait qu'il n'y ait pas eu de jugement sur le fond veut dire que peut-être il n'y aura pas de conclusion de génocide. La conclusion est absolument certaine. Eh bien, malgré ces conclusions certaines, Charles Anderlin, sur la télévision française, ces jours-ci, eh bien, explique que lorsqu'une bombe tombe sur Gaza, zone très peuplée, il y a des dommages collatéraux. C'est-à-dire, dommages collatéraux est un terme qui est encore utilisé aujourd'hui sur la télévision française au mépris du droit international et au mépris des conclusions des tribunaux internationaux. Donc, vous voyez, c'est cette absence de changement de discours qui est particulièrement douloureux. Charles Anderlin se vante d'avoir combattu au-delà du canal de Suez en 1973, d'avoir combattu au Liban. Et il se vante aujourd'hui d'avoir un fils et un petit-fils, dont l'un qui travaille dans les forces spéciales,
s'être rendu un certain nombre de fois dans le front sud, c'est-à-dire à Gaza autour des 10 derniers mois, des 11 derniers mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est une figure à la télévision française, honorablement entre guillemets connu, eh bien finalement est fier de montrer que ses enfants sont objectivement des complices de génocide. C'est ça qui est particulièrement grave. On va revenir au fil de cette émission à poursuivre cette déconstruction du récit de Charles Anderlin. Mais avant, une question toute basique à François Burgat. Et je rappelle que vous êtes islamologue et vous êtes politologue, et avec un parcours extraordinaire, une expérience, une expertise très intéressante. Vous avez remarqué, comme d'aucuns, qu'on a décidé de baptiser l'offensive israélienne contre Gaza comme étant Hamas-Israël. Hamas n'est pas un État, Hamas n'est pas un peuple, n'est pas un pays. Pourquoi Hamas-Israël? Et ma sous-question, M. Burgat, on s'est concerté dans le nord global, entre guillemets, parce qu'on va retrouver cette appellation partout, sur toutes les grosses chaînes de télévision mainstream, en Amérique, de CNN en passant par Fox News et consorts, il y en a tellement. En Grande-Bretagne, la même chose pour les anglophones. Pour nous autres francophones en Belgique, RTBF, la télévision francophone publique, privée aussi, flamande, en France, partout, Hamas-Israël. À telle enseigne que nos gamins, nos jeunes, dans les lycées, à l'école primaire, ils ne savent pas comment situer géographiquement ce pays qui s'appelle Hamas. Donc, pourquoi Hamas? Et on a concerté qui a décidé que c'est ainsi? Alors, il faut savoir, c'est un vaste sujet parce qu'il faut savoir qu'il y a une véritable charte de la désinformation sur le déséquilibre du conflit israélo-arabe. Et vous avez dit Hamas, Israël, vous auriez pu dire également Hezbollah, Israël. De la même façon, le Liban a totalement disparu. Alors, la mécanique, cela a été recensé, nous ne sommes pas en terrain vierge, mais tout est fait pour, c'est une vieille recette coloniale, pour discréditer l'adversaire. Bon, pour discréditer l'adversaire, on va réduire sa superficie humaine dans le champ que l'on bombarde. Et il y a 2 jours, 3 jours, un ancien ambassadeur d'Israël en France était encore autorisé à dire, à une heure de grande écoute sur une chaîne publique, le vrai souhait des Palestiniens, c'est d'être libérés du Hamas. Vous voyez ? C'est certainement pas d'être libérés de l'occupation israélienne, c'est d'être libérés du Hamas. De même, alors nous avons un détour constant qui est dans les vieilles racines du discours colonial. Nous libérons les femmes, nous libérons les sœurs, les filles, les épouses de ceux qui nous résistent. Oui, on ne libère pas n'importe quelle femme dans le monde musulman. Hein. On ne va pas trop s'inquiéter actuellement du sort des femmes émiraties ou des femmes égyptiennes. Non, on libère les femmes des hommes qui nous résistent. Eh bien, dans le cas du Hamas, c'est une étape importante dans la dégradation de l'attitude occidentale vis-à-vis du conflit israélo-arabe. C'est que les gauches, en 2006, ont reflué des rangs de ceux... Attention, quand on dit que la gauche soutenait les Palestiniens, il faut être très prudent. Hein, le Parti socialiste, fort peu. Mais les communistes, mais une partie des gauches soutenaient les Palestiniens. À partir de 2006, l'identité politique des Palestiniens est couverte par le Hamas, par l'élection législative organisée, surveillée par l'Union européenne, hein, qui porte le Hamas au pouvoir. À partir de ce moment-là, la gauche va dire eh bien, on ne peut plus défendre les Palestiniens parce que ça équivaudrait à défendre des islamistes terroristes. Pourquoi cette réduction est-elle particulièrement obscène? Parce que dans la réalité, même fusil en main, ce n'est pas seulement le Hamas qui combat, c'est la totalité des groupes qui sont passés à l'action armée et ils sont de tendances politiques diverses. Et on sait très bien que
la résistance armée, le passage à l'action armée de la résistance palestinienne n'a jamais eu besoin du lexique de la religion musulmane, puisque l'un des dirigeants du front palestinien, il s'appelle Georges. Donc il n'y avait même pas de frontières confessionnelles. Donc c'est un procédé particulièrement cynique, particulièrement réducteur. Et il n'est pas nouveau. J'aime beaucoup, enfin il est très important de rappeler qu'en 2001, au lendemain des attentats du World Trade Center, Sharon, le général Sharon, a dit au monde « Vous avez Ben Laden, nous avons… » et il ne pouvait pas dire le Hamas n'existait pas à l'époque. Il a dit « Nous avons Arafat ». D'accord ? Donc depuis toujours, la criminalisation de l'adversaire, l'interdiction de le considérer comme un interlocuteur légitime représentant la population a été un des artifices de cette communication. Que ce soit le truc que les Israéliens emploient à la rigueur, mais ce qui est grave, c'est qu'absolument toutes les chaînes du service public, tous les 90% des médias actuellement en France, pour ne rester qu'en France, respectent cette consigne verbale qui est vraiment, qui est l'un des aspects, l'une des dimensions de la manipulation de la représentation de ce conflit. Et c'est peut-être aussi pour faire passer la pilule à l'opinion publique occidentale que de dire Hamas, un parti politique ou même une organisation en fait, terroriste qui attaque un État souverain. C'est là où on voit l'énorme fossé qu'il y a entre ce que dit le droit international, y compris les décisions, les arrêts des cours internationales, par rapport à ce que disent les politiques. Et ce fossé est assez inquiétant parce que notre politique en France se met directement en dehors du droit international. En ce qui concerne la fameuse décision de la Cour internationale de justice qui a conclu à la plausibilité d'un génocide, eh bien, elle parle des groupes armés palestiniens, elle ne parle pas du Hamas, elle ne s'est pas laissée berner. Et ce sont des juristes, donc il faut quand même écouter ce que dit le droit. Et en ce qui concerne le respect du droit international, notre président, je dis notre président, enfin le président français actuel, eh bien, est en train d'essayer de faire passer le message que finalement, il faut faire de l'humanitaire. Le droit humanitaire, c'est de donner à boire, à manger et des moyens de survie aux blessés, à la population. Ce n'est pas ça du tout. Ce qu'on appelle le droit international humanitaire, on pourrait retirer le mot humanitaire. Le droit international qui est ancré, qui est écrit, eh bien, ça concerne les crimes de guerre, tous les crimes de guerre, voilà. Donc, ce n'est pas simplement donner à la population quelques moyens de survie et de poursuivre la guerre sans aucune règle. Quand, par contre, et le gouvernement français est allé beaucoup trop loin récemment, lorsqu'il publie un communiqué en parlant d'immunité de M. Netanyahou, d'immunité de M. Netanyahou, c'est véritablement un non-droit en dehors de la faute éthique impardonnable, c'est du non-droit. Si vous prenez le statut de Rome et que vous cherchez immunité, le mot n'est nulle part, ni dans le règlement, ni dans le statut. La seule chose qui est mentionnée, c'est le mot exonération, c'est-à-dire dans certaines circonstances, une partie commise en mettant des crimes de guerre peut éventuellement être exonérée, en particulier lorsqu'une des parties qui est infiniment minoritaire sur le plan de la force, qui se fait écraser, qui est dans l'état de survie ou de survie de la population, ce qui est exactement la situation de Gaza, eh bien un certain nombre de crimes de guerre peuvent être considérés comme nuls. Mais en aucun cas, il n'y a d'immunité des chefs d'État. Les gens qui ont écrit le statut de la Cour pénale internationale, ça s'est fait assez vite, mais il y avait l'expérience des tribunaux spéciaux qui ont commencé par Nuremberg, et donc ce n'étaient pas des imbéciles, bien entendu. Ils n'ont pas pensé qu'on allait immuniser des chefs d'État ou des gens, même élus, de crimes de guerre. Autrement dit, la France se place en dehors du droit international, elle se place en situation de complicité de génocide. Autrement dit, certains, je parle des plus jeunes, ne se construisent pas un avenir heureux. Hein. La loi, ça vous poursuit toute votre vie, même si ça prend du temps. Je dirais que les cadavres finissent toujours par remonter à la surface. Vous souscrivez à ce qui vient d'être dit, hein, Monsieur Oberlin,
il y va par rapport au droit international et à l'État français. Est-ce qu'il est complice? Vous savez, l'histoire de l'évolution de la classe politique française dans le conflit israélo-arabe, moi j'aime bien la résumer d'une certaine façon anecdotique. En 1967, le plus prestigieux des Français à l'heure où nous parlons, le général de Gaulle, a banalement dit « Ah ben oui, Israël vient de conquérir par la force des territoires, il va déclencher une séquence d'occupation qui va inévitablement donner lieu à de la répression. Cette répression donnera lieu à de la résistance, et cette résistance, eh bien les Israéliens la qualifieront de terrorisme. » D'accord ? Celui qui vous parle n'a rien dit d'autre que cela. Si vous corrélez l'opération du Hamas de 7 octobre 2023 à une dynamique de résistance, vous êtes un criminel. Et je suis ce criminel puisque j'ai été mis en garde à vue pour apologie du terrorisme. Alors la situation de la France maintenant, c'est que la France d'aujourd'hui, la France de Dupond-Moretti, ex-ministre des Affaires de la Justice, qui a demandé de poursuivre tous ceux qui donneraient une qualification de résistance aux initiatives du Hamas, eh bien la France d'aujourd'hui, elle mettrait en prison le général de Gaulle. Peut-on dire plus clairement l'énorme contradiction? Vous savez, dans ma tête, des fois la nuit, je répète ce que sera ma parution devant le procureur d'Aix-en-Provence. Et peut-être, enfin je ne sais pas si je devrais le dire dès maintenant, mais ce que j'aimerais lui dire, c'est je préfère être à ma place qu'à la vôtre. Est-ce que Dominique de Villepin, qui a pour l'instant le seul homme politique français qui a une voix un peu dissonante en fait, est-ce que lui aussi fait l'apologie du terrorisme? Parce qu'il tient globalement plus ou moins le même discours que celui de François Burga et celui du général de Gaulle. Et puis d'ailleurs, c'est un secret pour personne, M. de Villepin se positionne comme étant un vrai gaulliste. Lui, par contre, pardonnez-moi de vous couper, il n'a jamais dit ce qui se passe en ce moment, cette crise s'appelle Hamas-Israël. Il rappelle à chaque fois les faits. Oui, disons que je ne tirerai pas sur l'ambulance, très modestement. Tout ce qu'a dit M. de Villepin n'est pas rigoureusement acceptable ni exact. Disons il parle du droit international, mais dans ces cas-là, il faut aller jusqu'au bout. Le droit international, le statut de Rome, par exemple, le mot de terroriste n'existe pas dedans. Donc il y a des crimes de guerre qui sont clairement définis, il y en a toute une liste, c'est extrêmement précis. Donc c'est un mot qui devrait sortir du vocabulaire. Le classement sur et même pas le terrorisme d'État? Terrorisme n'est pas dans le droit international. Les crimes de guerre commis par un État, ils y sont tous, vous voyez. Donc, je trouve, si j'avais pas un conseil à donner, mais disons un espoir de voir M. de Villepin d'un meilleur œil, eh bien, c'est s'il démantelait cette notion de terrorisme qu'on nous sert à toutes les choses. Le mot n'existe pas. Et la liste des organisations terroristes, jamais le Hamas ni le FPLP n'ont figuré sur la liste des organisations terroristes de l'Organisation des Nations Unies, qui est quand même la plus haute juridiction, la plus haute instance plutôt. Alors, c'est dans les prérogatives des États de décider que M. Burga, que l'État du Lesotho, eh ben on va les mettre sur la liste des organisations terroristes ou des personnes considérées comme terroristes. Dans ces cas-là, bien, il y a comme encore de nos jours, il y a des recours légaux, c'est la Cour européenne de justice. Et la seule fois où la Cour européenne de justice a été saisie par le Hamas de ce listing, qui a des conséquences dramatiques, de ce listing terroriste, eh bien, le Hamas a été retiré de la liste des organisations terroristes. Mais le système est ainsi fait que vous pouvez remettre 6 mois plus tard. Et tout ça, ça entraîne des procédures extrêmement longues. Mais on peut dire qu'en droit, le Hamas n'est pas une organisation terroriste. Il n'a jamais commis d'actes de guerre en dehors du territoire de la Palestine. Il n'a jamais été inquiété. Il n'y a jamais eu d'enquête et encore moins de condamnation au niveau européen. Donc véritablement, c'est une classification indue, c'est un classement indu qui fait
énormément de mal et je souhaiterais que M. de Villepin nous explique en droit comment se passent les choses. Par ailleurs, une fois, j'espère que ce n'était que sa langue qui a fourché, il a parlé de son acceptation d'éradiquer la direction du Hamas, ce qui n'a aucun sens à beaucoup de points de vue. D'abord, le Hamas, c'est un vote, c'est un parti. Pourquoi la France, Israël, les pays occidentaux n'acceptent pas la tenue d'élections depuis 18 ans en Palestine? C'est parce qu'ils pensent qu'il y a un risque que le Hamas gagne les élections. C'est un socle populaire. Je connais personnellement beaucoup de gens qui votent Hamas tout simplement parce que c'est le mouvement qui a défendu le mieux les intérêts des Palestiniens depuis bien longtemps. Le monde entier est témoin de l'inanité des accords d'Oslo. Et par exemple, Charles Anderlin, pour revenir à lui, nous dit qu'il faut continuer à négocier. Les accords d'Oslo, c'est l'avenir. Voyez. Donc, en ce qui concerne M. de Villepin, j'aimerais qu'il soit encore plus clair. On peut comprendre qu'il soit... il est candidat. Hein, il sera candidat peut-être. Donc, il faut en tenir compte. Mais en tout cas, je ne lui donnerai pas un blanc-seing absolu. Monsieur Burga, par rapport à la cause palestinienne, vous pensez que pour le peuple palestinien, c'est l'indépendance d'abord ou les élections et la démocratie d'abord? Je me refuse à répondre à la place du peuple palestinien. Alors avec un gros effort d'imagination, je pense que quand même l'attente immédiate, c'est la libération, c'est la fin de l'occupation. On a vécu une situation un petit peu parallèle jusqu'à un certain point avec l'effondrement d'un pouvoir syrien illégitime et qui pouvait pratiquer des violences assez comparables avec celles que pratique l'État israélien. Et on sait bien que la société, toutes nuances confondues, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de nuances dans la société syrienne, est aujourd'hui dans l'euphorie de la libération. Donc on peut imaginer effectivement que pour les Palestiniens, le défi actuellement, c'est pas les élections. Il y a une priorité, c'est la fin de l'occupation militaire. C'est la fin de ce discours imposé au monde qui voudrait que les Palestiniens résistent parce qu'ils sont musulmans, alors qu'ils résistent parce qu'ils sont occupés. Donc je pense que simplement remettre les données factuelles en harmonie avec la communication du monde sur cette question, ça devrait soulager énormément de monde dans cette pauvre petite bande de Gaza. Tous les deux, mais vous n'avez pas répondu à ma première question quand je vous demande, ou la deuxième. Au départ, en tout cas, je vous demandais qui décide, les algorithmes ou je ne sais pas, qui décide de telle et telle appellation, de baptiser telle ou telle opération pour ne rester que dans la guerre, dans le conflit israélo-palestinien. Qui en décide? L'Union européenne? Les États-Unis d'Amérique? Ou c'est vraiment chaque État souverainement ou chaque média, puisque en Occident, nous sommes des médias libres? Alors, la question que vous posez, c'est qui devrait décider? Qui devrait décider? Actuellement, c'est évidemment les... Vous savez, au retour de ma dernière mission à Gaza au mois d'avril, un de mes amis, alors que je n'avais rien sollicité, m'a traîné à l'Élysée pour voir la conseillère diplomatique de M. Macron, qui s'appelle Anne-Claire Legendre, qui est une ambassadrice extrêmement compétente. Et après 1h30 de discussion très ouverte, Madame Anne-Claire Legendre nous a expliqué que la diplomatie française travaillait de façon très active à obtenir un texte pour faire une résolution au Conseil de sécurité, le texte qui serait accepté à la fois par les Américains et les Israéliens. Voilà. Donc ça, c'est la politique française. Vous voyez, donc la réponse qui décide, en réalité, c'est ça. Qui devrait décider? Les Palestiniens sont des démocrates, ils disent « nous, on veut des élections ». Et les mouvements comme le Hamas disent « on souhaiterait même les perdre, ces élections ». Et on oublie de dire qu'à chaque fois que le Hamas a été en phase d'avoir des élections, ou lorsqu'il a gagné les élections en 2006, eh bien, il y a eu une attaque, une offensive israélienne pour casser le processus d'union. Il y a une véritable union des Palestiniens. François Burga, à juste titre, a rappelé les accords, la communauté de pensée, par exemple, entre la gauche, le FPLP, la vraie gauche, et les autres partis. Lorsqu'on critique, par exemple, le mouvement Hamas de faire du social,
de s'occuper des hôpitaux gratuits, de l'école gratuite, on explique, et c'est exactement ce que dit d'ailleurs Charles Anderlin, que c'est masqué, ils avancent masqués, vous voyez. C'est-à-dire que pour pouvoir prendre le pouvoir, c'est-à-dire que c'est le stéréotype classique des Arabes qui sont fourbes, manipulateurs, cruels, vous voyez. Voilà, c'est tous ces stéréotypes qui sont là derrière. Mais je voudrais aller plus loin. Il y a même des gens de bonne foi, des gens très compétents, des gens que nous estimons, comme par exemple Ronnie Broman ou Alain Grèche, qui disent que des choses très intéressantes. Mais on s'aperçoit, et j'ai écouté l'une de leurs interventions communes, 3 heures d'intervention, à la fin, le journaliste posait la question « Mais comment vous voyez l'avenir? Comment ça va se passer? Vous qui êtes aussi compétent, qui nous avez dit tellement de choses intéressantes, et c'était vrai. » Et j'ai vu qu'ils étaient muets. Ils ont été incapables d'avancer. Pourquoi? Eh bien parce que non seulement le bruit médiatique, mais le travail des chercheurs, des chercheuses, etc., reste focalisé sur la partie israélienne. Aujourd'hui, tout le monde est focalisé sur quelle va être la relation de M. Netanyahou à M. Trump, de M. Trump avec M. Galland, etc. Alors que les Palestiniens, qui sont hautement éduqués, c'est l'une des populations les plus éduquées du monde, non seulement on ne leur donne pas la parole dans des négociations, mais on ne leur tend même pas un micro. C'est-à-dire que les Palestiniens sont occultés. Et un de mes amis psychiatres, qui s'appelle Gérard Adalt, il parle de forclusion mentale, c'est-à-dire d'occultation. On ne voit que... voilà, c'est un petit peu l'histoire de Nasser Eddine qui est trouvé le soir sous un réverbère en train de chercher ses clés. On lui dit « Tiens, tu cherches quoi mes clés ?»« Ah bon? Et tu es sûr que tu les as perdues là ?» Il répond non, mais c'est le seul endroit où il y a de la lumière. Vous voyez, nous n'avons aucune vision, y compris un certain nombre de gens de bonne foi que nous écoutons. Vous voyez, donc c'est un travail de fond. Notre lutte, c'est pas de se battre contre le CRIF, vous voyez, ou M. Chalgoumi. Vous voyez, ils sont suffisamment ridicules pour qu'on les laisse dans le ridicule. On va encore dire un mot tout à l'heure sur le doyen des journalistes franco-israéliens, M. Anderlin. Je rappelle simplement aux téléspectateurs que vous avez préparé une communication et nous allons publier cette communication sur le site internet de notre chaîne, atypique.tv. Je reviendrai encore avec vous sur le cas Anderlin. Monsieur François Burgat, on n'entend presque plus parler de l'autre côté de la rive nord, de l'OLP, de l'autorité palestinienne, de M. Abbas. Oui, bien sûr. Alors là, il faut revenir à l'histoire des dynamiques palestiniennes qui ont consisté à... Il faut savoir qui est M. Abbas. M. Abbas, c'est un monsieur qui a été fabriqué pour vider de son pouvoir Yasser Arafat. Il faut se souvenir, en 2006, quand on a créé ce poste de Premier ministre, c'était pour transférer le pouvoir à quelqu'un dont on espérait qu'on allait le contrôler. Et puis les élections ont faussé ce pronostic. Donc le mécanisme de la domination israélienne et occidentale sur l'OLP passe par l'euphémisation du leadership local. Donc M. Abbas s'est retrouvé il faut se souvenir du caractère paradoxal des accords d'Oslo, c'est-à-dire que ce sont les Palestiniens qui se sont trouvés en situation de combattre ceux qui voulaient résister par les armes à l'occupation israélienne. Donc évidemment, l'autorité palestinienne, toute la mécanique d'Oslo était faussée dès le début. Je lisais récemment des petits détails quand même sur... Bon, les Norvégiens sont à l'honneur ces temps-ci, mais on sait maintenant que pendant toutes les négociations d'Oslo, les Norvégiens passaient les secrets des conversations aux Israéliens. Vous voyez un peu la structure internationale, à quel point elle était complètement unilatérale. Donc effectivement, on ne parle plus... pourquoi les Israéliens ont peur qu'il y ait des élections? Parce qu'on sait déjà que dans la Cisjordanie, dans la Difa, Harbiya, on sait que, où Hamas n'est pas présent, on sait qu'aux élections étudiantes, c'est Hamas qui remporte les élections. Donc on sait très bien que l'autorité palestinienne est dépouillée de tous ses attributs de résistance à la colonisation et ce transfert s'est fait à ceux qui ont maintenu la tête haute
et avec le coût que l'on sait, qui est celui de la résistance armée, quoi. Docteur, encore quelques distorsions par rapport à la couverture de la guerre actuelle à Gaza, commise par les médias globalement, et notamment monsieur... Les bébés brûlés, toute la propagande. Oui, tu as raison. Je vous donnerai la parole sur le même sujet dans un instant. Je reviens à cet entretien de Charles Anderlin qui reprend la rhétorique des nouveau-nés, des femmes violées. Crimes sexuels. Des crimes sexuels, alors qu'il n'y a pas eu... et ça a été d'ailleurs, il y a eu une pré-enquête, il n'y a pas eu d'enquête sérieuse internationale, mais il y a eu quand même une délégation de l'ONU avec des vrais spécialistes qui sont allés faire une enquête où ils ont avoué d'ailleurs dans leur enquête que très peu d'éléments avaient été mis à leur disposition pour pouvoir, on ne les avait pas aidés en gros si vous voulez, mais en tout cas quand on parle de femmes violées dans n'importe quel endroit du monde, on a des prélèvements et on a à la fois la preuve du viol et l'ADN du violeur. Il n'y a pas eu un seul prélèvement qui a été fait. Si les Israéliens l'avaient fait, on le saurait. Les scènes de crime ont été immédiatement modifiées, sont totalement inutilisables devant un tribunal. Eh bien, M. Anderlin nous en parle encore dans une interview récente. J'ai été une fois seulement en discussion sous une caméra avec un contradicteur. Je veux dire que j'ai été stupéfié. Et je suis sorti comme un boxeur KO debout. Je suis parti, qui m'a expliqué que chez une famille israélienne, on avait retrouvé 38 spermes différents. 38 spermes différents. Vous voyez, dire ça dans un grand média et sans en payer les conséquences, vous voyez, ça vous donne un petit peu l'idée du délabrement de notre système. Moi, j'aimerais vous poursuivre dans le même sens, M. Burger. Oui, mais à Istanbul, il y a quelques mois, j'avais approché une ONG américaine avec laquelle je ne suis pas en totale empathie, parce que sur la Syrie, qui est un pays qui m'est très cher puisque j'y ai résidé longuement, ils ont le discours complotiste. Mais M. Blumenthal, pour ne pas le citer, qui a une belle superficie médiatique, a fait une enquête sur les conditions dans lesquelles, après 2 mois de guerre, Israël a senti qu'il perdait le soutien d'un certain nombre de députés américains. Et il y a eu un brainstorming pour chercher sur quel terrain ils allaient remobiliser la haine anti-israélienne. Et ils ont fait des sondages. Qu'est-ce qui est le pire? De tuer quelqu'un? De le violer? Ah, voilà. Et ils ont décidé, cyniquement, de se déplacer sur le terrain du viol. Et écoutez bien les informations après les premiers récits des attaques du 7 octobre. Il n'y a pas de viol. De toute façon, c'est une séquence. Je me suis disputé avec ma sœur. Elle m'a dit, s'il y avait des hommes en armes et des femmes, il y a des viols. Je lui ai dit, mais ils ne sont pas restés 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est une opération qui a duré quelques heures. Et on a une contre-enquête qui a été menée, que vous avez évoquée, qui a véritablement, que Haaretz a été obligé de reprendre, qui a dit qu'il... Alors évidemment, les viols, mais c'est une décision cynique, rationnelle de la communication israélienne. 2 mois après, donc je conclus ce que je disais, écoutez les premières semaines de revendications israéliennes, il n'y a pas de violence sexuelle. Elles vont apparaître au bout de 2 mois comme le résultat d'une décision tactique de la communication israélienne de chercher quelque chose pour parfaire l'épouvantail palestinien. Ben voilà, alors on a dit les bébés brûlés, il y avait 40 bébés brûlés, ils étaient pendus à des cordes à linge, etc., etc. Tout cela a été... Le fait que les Israéliens fabriquent cette propagande, à la limite, mais le fait que nous la reprenions, le fait que le président Biden, personnellement, dise oui, j'ai vu les évidences photographiques, et que absolument 90% de la presse française ne veuille pas, et ne veuille même pas démentir dès lors que l'on sait maintenant que tout cela est faux. C'est ça qui est très grave. C'est ça qui est très grave. Ça veut dire que nous n'avons plus de colonne vertébrale éthique. Nous ne sommes plus capables de nous représenter dans le monde avec le prix de tenir compte de la réalité telle qu'elle est. Et ça, je pense que même pendant la guerre d'Algérie, qui est une des pages noires de l'information en France,
on avait des segments de la société beaucoup plus substantiels qui produisaient une contre-analyse. Cette contre-analyse, actuellement, elle n'existe plus, malheureusement. Elle s'est réfugiée sur les réseaux sociaux. La réalité telle qu'il est, c'est à peu près le slogan de notre chaîne, « Osons voir le monde tel qu'il est ». Monsieur Oberlin, en évoquant l'Algérie ou la guerre d'Algérie, quels sont encore aujourd'hui les pays, les États souverains qui soutiennent vraiment et sincèrement et justement ce qu'on appelle la cause palestinienne? La question est embarrassante parce que les pays, est-ce que c'est les opinions ou est-ce que c'est les exécutifs? Alors, si c'est les opinions, on peut dire le monde entier. Il y a plus qu'un sondage qui a été fait. Les derniers votes au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies montrent une écrasante majorité. Il y a un certain nombre de pays qui, comme toujours ou comme souvent, ne se prononcent pas. Et puis reste d'un côté une extrême minorité comprenant les États-Unis, Israël, quelques îles du Pacifique et l'Ouganda. Sous tutelle américaine. Voilà, sous tutelle ça veut dire aussi que les peuples ne sont pas aussi dupes que cela. Exactement. Et ça, c'est un véritable tournant historique. L'opinion mondiale est mobilisée jusqu'au Kamtchatka, en passant par le Kyrgyzstan ou n'importe où. Et je dois dire que mes amis palestiniens suivent ça avec passion. Et ils sont encore plus émus lorsqu'ils voient une petite manifestation dans une île perdue dont ils ignoraient même le nom. Ils se sont rendus compte que finalement, l'une des motivations de l'offensive palestinienne du 7 octobre, l'un des buts a été atteint, le principal peut-être. Oui, allez-y. Je veux poursuivre, non plus sur le bon côté, le verre à moitié plein des opinions publiques, mais sur le verre à moitié vide ou complètement vide du leadership arabe. Il faut quand même dire un mot. Et vous allez voir, je transforme cette proposition en une proposition optimiste. Mais il faut bien rappeler que 90% des chefs d'État arabes actuellement sont en compétition pour être le soutien le plus efficace, le plus discret mais le plus efficace des Israéliens. De la Jordanie qui fait des voies de circulation. Parlez-moi des 10%. Lesquels? Les Houthis. Les Yéménites. Les Yéménites. Et puis, bien sûr, j'ai dit monde arabe, disons monde musulman. Les Iraniens qui n'ont pas fait que des choses bien dans la région sont restés fermes dans leurs bottes. Le Hezbollah est resté ferme dans ses bottes. L'État syrien, c'est fini. L'État syrien, on en reparlera parce que c'est complexe. Mais, au Maghreb, les Tunisiens, les Algériens, les Marocains. Oui, il y a des nuances. Le leadership tunisien, le leadership algérien ont actuellement au moins un discours constant. Et évidemment, la tache noire, c'est le Maroc qui a vendu son âme en rémunération du Sahara occidental, qui a complètement vendu son âme actuellement à la logique israélienne. Et ça, c'est important à dire. Pourquoi ? Pourquoi j'y vois quelque chose d'optimiste? Parce que ça nous interdit de raisonner, de faire des condamnations essentialistes. On ne peut pas dire « Ah, les Occidentaux, ah, les Juifs ». Non, parce qu'on doit dire aussi « Ah, les Arabes ». Parce que le leadership arabe et une bonne partie des élites économiques arabes fait la même compromission, fait la même contre-performance éthique et politique que les Occidentaux. Parce que pour moi, un Palestinien, ce n'est pas linguistiquement, ce n'est pas religieusement un frère pour moi. Mais pour Abdel Fattah Sisi, ça devrait être un frère. C'est un arabe, c'est un musulman. Or, la prestation qu'ils fournissent dans ce contexte-là, elle est tout particulièrement honteuse. Et donc, le bon signe, c'est que la fracture du monde, elle n'est pas entre les juifs et les chrétiens et les musulmans, elle est entre les dominants et les dominés. Et dans toutes les cultures, dans toutes les religions, il y a des gens qui sont en situation de domination et qui ne veulent pas perdre leurs privilèges à très court terme, quitte à perdre leur âme. Et ils sont prêts à vendre leur âme, leurs principes, leur éthique pour garder le bénéfice de l'accès aux ressources que leur donne leur positionnement économique, politique. C'est le cas des Émirats, c'est le cas de l'Arabie Saoudite, c'est malheureusement... on est un peu triste de le dire en tant que Français, mais c'est malheureusement le cas du leadership marocain en ce moment. Alors, un tout dernier mot pour chacun avant de conclure. Mais je rappelle que le 25 janvier prochain, samedi, Atypique organise une édition spéciale de 8 heures non-stop, de 14 h à 22 h.
Et j'espère que mes confrères, mes collègues et moi vont aussi vous retrouver parce qu'on va reprendre à un moment donné tout au long de cette édition spéciale la question palestinienne. Mais un dernier mot de conclusion à chacun, pour chacun. Écoutez, le mot de conclusion, c'est l'espérance que le détail de l'accord qui est en voie d'être signé, que son détail soit respecté avec d'énormes inquiétudes, car demander à l'État d'Israël et à ses dirigeants actuels de respecter un accord signé, ils ne l'ont jamais fait. Ce serait une première historique, mais pourquoi pas? On peut penser que finalement la fatigue de la guerre, les risques d'implosion de la société israélienne vont aboutir à. Mais le détail de ce qui a été proposé est très important. Là encore, je regretterais que les médias en France, eh bien, concernant cet accord, expliquent que les deux parties eh bien, prétendent que l'autre a apporté des modifications de dernière minute. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le Hamas a publié instantanément ces jours-ci l'accord qu'ils étaient prêts à signer au mois de mai dernier. Et on peut voir qu'à la ligne, au mot près, au jour près, c'est exactement le même accord. Donc on peut se dire, quelle responsabilité avons-nous avec les 100 000 morts que va coûter le temps qui s'est passé entre le mois de mai et aujourd'hui. Donc espérons que cet accord sera respecté. Et cet accord, au-delà, eh bien, il se faut... Et là encore, je n'ai pas entendu un seul journaliste depuis un an dans les pays occidentaux eh bien, expliciter le positionnement du Hamas, qui est le principal mouvement, il n'était pas le seul, concernant l'avenir. Et cette position, c'est une position qui date de plusieurs dizaines d'années, qui remonte même au cheikh Yassine. Et c'est la position par laquelle Fatou Bensouda avait conclu le mémoire par lequel elle avait ouvert une enquête approfondie. Elle avait dit, Fatou Bensouda, procureur de la Cour pénale internationale, elle avait dit « Je décide, ou je propose », elle a proposé à la Cour qui a accepté, « Je propose d'enquêter sur depuis telle date, le 14 juillet ou le 14 juin 2014, peu importe, et je propose, puisqu'on va faire une enquête sur tous les crimes de guerre commis par toutes les parties, il faut bien qu'on en délimite la sphère, je propose que ça soit sur la Cisjordanie, incluant Jérusalem-Est, et Gaza, virgule, en expliquant bien que ce n'est pas à moi, Cour pénale internationale, de déterminer des frontières, mais que ces frontières devront être déterminées dans le futur sur la base de l'autodétermination de toutes les populations concernées, c'est-à-dire sur la base de l'autodétermination de toutes les populations vivant à ce moment-là, au moment du référendum, sur le territoire de l'appel de l'État de Palestine. C'est exactement la position du Hamas. Et lorsqu'on dit le Hamas est contre l'État palestinien, il réclame un État palestinien dans les frontières de 1967 depuis des dizaines d'années. Alors on dit oui, mais il ne veut pas reconnaître l'État d'Israël. Mais êtes-vous prêt à signer la reconnaissance d'un État qui, en ce moment, va d'une partie de la Syrie à une partie de l'Égypte, à une partie du Liban, où l'égalité des citoyens n'est pas respectée? Israël n'est pas reconnaissable en l'État en tant qu'État. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle cette trêve de longue durée que propose la partie palestinienne est de loin la solution la plus raisonnable. Une trêve, on s'arrête. Une trêve qui pourrait durer 25 ans. Mahmoud Abbas m'a dit, on est prêt à 25 ans de trêve. Et est-ce qu'on ne peut pas penser qu'après 25 ans de trêve, un certain nombre de problèmes seront réglés, et en particulier l'apartheid qui existe aujourd'hui à l'intérieur du territoire d'Israël, à l'intérieur du territoire de 48. Est-ce que cet apartheid va durer indéfiniment? Autrement dit, c'est de loin la solution la plus raisonnable, et c'est pour ça qu'on ne veut pas des élections en Palestine. Monsieur Burga, faites-moi un peu moins long, parce qu'on n'a plus beaucoup le temps. J'ai apprécié à sa juste valeur votre déclaration ce matin, ici à Istanbul, lors de la première partie de la conférence sur la Palestine, pour laquelle nous sommes ici. Vous disiez, on ne soutient pas la cause palestinienne parce qu'on est palestinien, ou on est musulman, ou on est chrétien, ou on est juif. Et je rappelle qu'il y a des Palestiniens musulmans, chrétiens, mais on le dit rarement, et juifs aussi. C'est appréciable ce que vous avez dit, donc vous le confirmez,
Et dites-moi votre mot de conclusion. Ça venait de mes tripes. Ce n'est pas un calcul analytique. Ça veut dire simplement que je me trouve relativement souvent, parce que moi j'ai vécu très longtemps dans le monde arabe, je me retrouve souvent dans des milieux arabophones, musulmans, et je suis le seul ou parmi la toute petite poignée d'individus non musulmans, non arabes, et j'ai un peu un complexe. Je ne suis pas là pour dire quelque chose pour vous faire plaisir. Je ne suis pas là pour dire je défends les Palestiniens. J'ai éprouvé le besoin de dire mes ambitions, elles sont plus larges que ça. Et j'ai dit, donc ce matin, je ne suis pas là pour défendre, je vais peut-être vous déplaire, mais je ne suis pas là pour défendre les Palestiniens. Je ne suis pas là pour défendre les Arabes. Pour défendre des principes. Les musulmans. Je suis là pour défendre les principes humanistes, universels, qui nous réunissent tous à l'échelle de cette planète, quelle que soit notre culture, notre langue, notre nationalité ou notre religion. Et je pense que ça peut être un mot de conclusion. Merci vraiment de tout mon cœur d'avoir été avec nous. Je vous retrouverai donc le 25 janvier en direct à partir de 14h sur Atypique. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Au revoir.